Bah, rebonjour. Comme il reste que 10 minutes, ça tombe bien, mais il y a pas mal de choses qui ont été dites. Alors du coup, je propose de gagner encore du temps en répondant à des questions, en faisant un bout des questions qui pourraient se poser tout à l'heure. S'il y a évidemment un certain nombre de choses que je vais présenter, je vois qu'ils se font ici, donc ça sert à rien de le répéter. Par contre, il y a 2-3 sujets qui m'ont... Je pensais quand même quelques images, mais il y a 2-3 sujets qui m'ont pas heurté, mais sur lesquels j'aimerais répondre. Donner des éléments. Il y avait les hérissons, mais je vois que ça a fait un petit tour, là, je vous dirai tout à l'heure. Sinon, quand même, sur les... voilà. Sur les hérissons, par rapport à... Est-ce que c'est des bons vecteurs pour marquer la biodiversité? Enfin, les corridors, en tous les cas, c'était un petit peu question tout à l'heure. C'est souvent un exemple qu'on prend. Et en fait, le hérisson, on l'a étudié à Nantes de manière assez fine. On lui a mis des GPS sur le dos, donc on l'a étudié, on a étudié ses déplacements, tout ça, sur une vingtaine de hérissons, puis on a ramassé une centaine de hérissons morts qu'on avait marqués. En fait, on mettait des gaines électriques sur les piquants des hérissons, puis après ça permet de savoir où ils sont passés. Et je ne sais pas si je vais vous décevoir, mais le hérisson des villes n'est pas tout à fait le même que le hérisson des campagnes. Et le hérisson des villes est plutôt un gros pépère qui mange en fait dans la gamelle du chien. Donc il bouge pas beaucoup au niveau corridor, il trouve 2-3 bonnes gamelles et il tourne entre les 3 gamelles. Donc en termes d'image pour le corridor, c'était très bien senti politiquement, on a eu des articles dans toute la presse nationale, mais d'un point de vue résultat scientifique, c'était pas tout à fait ce qui était attendu. Mais les quelques fois où il sent quand même la gamelle de l'autre côté, il arrive à monter des murs d'1,50 m en pierre maçonnée, en faisant comment il arrive à monter à la verticale. Donc voilà, ça contredit, mais c'est toujours intéressant justement quand ça contredit ce qu'on conserve. Et sinon, je ne vais pas forcément insister là-dessus, mais on a eu plusieurs fois entendu parler de clones, de cultivars. Alors, tout le monde n'est pas de fin botanique, je vois qu'il y en a quelques-uns dans la salle, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais c'est vrai que moi j'ai un tout petit peu de mal sur quand même dire qu'on fait de la biodiversité quand on met des clones. On peut dire que ça a des interactions avec les animaux, mais sinon de multiplier, tout à l'heure il y avait le Magnolia Galaxy, tout ça, pour moi c'est plus une mesure de l'ego du pépiniériste, toute sa... Vous voyez, de son sens commercial, puisque de créer un nom, moi demain je en crée un, hop, le truc il s'appelle Lady Di, il s'appelle Vanille Fraise, voilà, ça veut rien dire botaniquement, et d'ailleurs assez fréquemment selon le pays on change, parce qu'on voit par exemple, si tu prends l'hortensia Vanille Fraise qui a très bien marché en France, ils ont sorti le même nom en Angleterre, ça n'a pas marché, ils ont changé de nom, ça fait une autre espèce vue de loin, je ne sais plus comment ils l'ont traduit, et puis, mais c'est donc les cultivars. Et puis en donnant un autre exemple, le peuplier d'Italie, donc vous voyez ce premier arbre à la forme fastigée qu'on a trouvé et qui fonctionnait bien, il a été trouvé je crois en 1853 ou 1857 en Italie, je crois que c'était un pied femelle. Ils l'ont trouvé, le pépiniériste il a trouvé ce taré ou ce raté au sens premier, au sens biologique, qui était un monstre par rapport à ce qu'il devait se faire chez les peupliers. Il a dit c'est pratique, il a bouturé, et puis de 1857 on bouture toujours le même peuplier qu'on a diffusé dans le monde entier, donc on diffuse toujours le même individu, se mettait un bout d'oreille d'un côté, un bout de doigt, sauf que pour les animaux ça marche moins bien, puisque la différence essentielle pour Francis Allais entre un animal et une plante, et tout à l'heure il a été cité, Francis Allais, je l'apprécie beaucoup, donc la différence entre un animal et une plante, c'est qu'un animal, si vous le coupez en deux, il est mort, alors qu'une plante, ça en fait deux. Si un jour vous avez un doute sur la chose que vous avez en face de vous. Il dit d'autres choses aussi pour les distinguer. Il dit notamment que les plantes, normalement, ça sent rien, même quand elles meurent, à moins qu'elles décident d'imiter quelque chose, alors que les animaux, dès qu'ils commencent à s'agiter un tout petit peu, ça commence à sentir pas très bon, puis une fois qu'ils meurent, alors là, ça pue littéralement. Donc à l'odeur aussi, pour les aveugles, on peut distinguer une plante d'un animal. Il disait autre chose, j'ai essayé de m'adapter avec son temps d'histoire, c'est écrit tout petit, mais ça vous le reverrez. En gros, il raconte une rencontre qu'il pourrait avoir avec un des grands architectes qui, j'imagine, travaille aussi à Bruxelles, ces gens qui font les grandes tours, et puis il dit si je vais avoir un architecte, et puis je lui dis, je vous le fais en résumé, si je lui dis j'aimerais qu'on construise une tour de 60 mètres de haut, l'architecte va dire oui, mais c'est un petit peu passé comme travail. Il dit oui, mais 60 mètres de haut, mais 2 mètres de large, quoi. L'architecte va dire bah, ça va pas ressembler à grand chose, peut-être un tube ou. Il dit non, 2 mètres de large sur 30 mètres de haut, puis après j'aimerais bien 15 hectares de surface. Finalement, l'architecte va dire pour faire ça, il faut au moins 15 mètres de fondation pour réussir à réaliser votre espèce de 3 mètres maximum, et encore même dans un sol bien humide. Du coup, l'architecte va dire bah ok, mais il faudrait quand même utiliser des matériaux de haute technologie, ça va vous coûter la peau des
Et non, il faut le matériau le moins cher qui puisse exister, 500 € du mètre cube maximum, du matériau tellement léger qu'il flotte. Et voilà comment Francis Talley dit avoir pu se brouiller avec des architectes, puisqu'effectivement, vous l'avez compris, le seul qui est capable de faire ça, c'est pas l'homme, mais c'est l'arbre. Voilà. Donc la conclusion, et pour le moment, l'homme ne sait faire qu'une chose avec les arbres, c'est les couper, mais il n'a toujours pas réussi à en créer alors qu'il envoie des fusées sur la Terre. Voilà. Comme il avait été cité, que quelqu'un avec qui je m'entends très bien, bon, sinon, peut-être pour rebondir ici, c'est lui aussi, j'ai essayé de me plonger dans les documents belges. Alors il y avait la flore de Belgique pour laquelle Fabienne a beaucoup travaillé. C'était un peu long. J'ai pris un truc un petit peu plus simple, voilà, pour moi. Pour montrer que, vous voyez, pour faire un arbre de 100 ans, soit vous avez les glands magiques, et ça vous fait un arbre de 100 ans, soit il faut attendre 100 ans. Ça paraît là encore une lapalissade, mais ça vaut le coup d'y penser. Comme un arbre centenaire, c'est qu'il y a des gens qui l'ont protégé, qui ne l'ont pas entamé pendant 100 ans, et quand on voit tout ce qui arrive aux arbres en ville, je ne sais pas s'il y aura des infos dans la main. Et c'est pareil, la citation d'Obélix, c'est pas mal, je trouve. Il dit, Astérix lui dit, vous avez vu, Astérix lui dit, t'as vu comment il pousse vite? Et Obélix dit, bah, j'en sais rien, j'avais jamais vu un arbre pousser. Et effectivement, c'était un des premiers problèmes qu'on a par rapport à la population, par rapport aux réactions épidermiques, quand on parlait d'irrationnel, ça, c'est qu'effectivement, on a l'impression que l'arbre, il a tout le temps été là, il est là, et il sera toujours là, et donc du coup, ça amène des personnes à s'enchaîner, voilà, parce que on a l'impression que ça nous met peut-être face à la finitude de notre vie ou quelque chose comme ça. Donc je trouve qu'il avait bien dit en 2 images. Donc comment on fait une fois qu'on sait ça pour gérer des arbres, une fois qu'on a ce paradigme de base? Donc Nantes, 1000 hectares d'espace vert, 37 mètres carrés par habitant, une dizaine de parcs assez horticoles, on va dire dans une tradition horticole avec les bateaux qui arrivaient à Nantes. Et un patrimoine arboré assez conséquent, 100 000 arbres en tout, dont 20 000 d'alignement, une équipe d'une dizaine de spécialistes de l'arbre. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'effectivement, je ne connais pas si c'est sous-traité en régie, j'ai pas tout à fait compris dans le fonctionnement, mais j'ai compris que je n'étais aussi pas le seul à pas tout comprendre dans le fonctionnement local, donc je me suis rassuré. La barrière de la langue, bien évidemment. Et donc, quand ils sont gérés en régie, les arbres, ce qui est le cas à Nantes, enfin, même s'ils ne l'étaient pas, quand on fait appel à des vrais élagueurs dont c'est le métier, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne me contrediront pas, il faut savoir que c'est vraiment un métier très spécifique qui demande et des compétences pointues sur la vie de l'arbre, la physiologie de l'arbre, les maladies sans l'arbre, et des compétences sportives vraiment réelles. Nous, on travaille parce qu'il y avait un petit problème de prime, et du coup, on a retrouvé une thèse de médecine qui a été faite, où sur des mesures qui ont été faites, le cœur il monte à plus de 200 quand même. Pour ceux qui suivent un tout petit peu le sport, c'est quand même vraiment des niveaux sportifs de haut niveau. Et dans les différentes analyses des médecins, en gros, l'activité qu'ils ont, il ne faut pas l'avoir plus d'1 heure par jour pour pas qu'elle soit dangereuse. Et ils ont entre 5 et 7 heures par jour, une sorte de curseur avec des sortes d'indices selon l'énergie dépensée, tout ça. Et donc c'est vraiment du travail de sportif de haut niveau, qui fait que ça pose, je ne veux pas faire peur pour la suite, mais un petit problème, notamment autour des 40 ans, parce que dans un certain nombre de cas, il faut voir comment on rebondit après. Le problème, c'est qu'on veut des gens très très bons, donc très pointus, donc on fait quasiment que ça, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un jardinier à qui on donne une tronçonneuse, on dit tiens, en 2 leçons ça va aller. On prend des gens qui ont fait des études vraiment spécialisées là-dedans, et à 40 ans, ça pose quand même, dans un certain nombre de cas, des problèmes de reconversion. Et il y en a un petit peu moins qu'un joueur de football, effectivement, pour des risques, à mon avis, un tout petit peu plus grand, avec une tronçonneuse, ça peut être plus dangereux qu'un ballon. Voilà, et puis sinon on fait appel à des prestataires. Et les deux difficultés aussi par rapport à ce que j'ai vu sur l'affiche tout à l'heure, qui est très bien faite, là, on voit un arbre élagué, c'est que j'ai cherché des photos d'arbres élagués chez nous. Alors quand on fait de la taille douce, en fait le résultat c'est qu'on veut qu'après le passage de l'élagueur, on n'ait pas vu qu'il soit passé. Donc du coup quand on monte des photos, ça ressemble à rien, parce que on monte un arbre, on dit avant après c'est la même. Donc j'ai pas de photos comme ça. Et le deuxième, ça pourrait paraître en contradictoire avec ces affiches qui est réel sur l'affiche, qui n'a pas besoin de faire tire-sel sur les marottes, et je vous le montre là. On a beaucoup de vieux arbres, un petit peu comme votre cours Léopold, le tour de la ville entouré par un vieux boulevard avec des platanes centenaires. Et ce truc-là, c'est parce qu'on a des arbres qui font 15-20 mètres de haut, et c'est une sécurité pour les lagueurs. Quand ils repassent 2 ans après, là, ça a doublé de taille, et ça lui permet de faire un point d'ancrage, c'est-à-dire de s'accrocher, si vous voulez.
et d'avoir un point d'ancrage au-dessus de lui, sinon il s'ancre en dessous de lui. Et donc vous voyez, quand on tombe, si déjà on s'est ancré 2 mètres dessous, plus la chute, ça vous fait 4 mètres de chute. Et donc qui s'est fait les coccyx très récemment avec ça. Donc on a cette contrainte de sécurité qu'on s'est donnée, puisque la tendance réglementaire vise à faire qu'on aura plus le droit de grimper dans les arbres, on dit qu'il faut tout faire en nacelle, tout ça, mais c'est impossible. Voilà, et puis de temps en temps, on finit par le découper quand vraiment il y a besoin, mais effectivement, on voit plus les lagueurs comme ça, c'est plus facile de le montrer là, il n'est pas caché dans les branches, et puis on voit le travail qu'il a fait. Voilà. Sur les pratiques de gestion, je vous cite ça parce que c'est assez important. Il y a un label qui est sorti en France, mais qui peut être utilisé. L'idée, c'est qu'il soit disponible gratuitement, en libre, qui s'appelle le label Éco-Jardin. Et l'idée, c'est de labelliser donc, des sites, en gros, un petit peu entretenus, comme ce qu'on a entendu tout à l'heure, notamment avec zéro phyto, avec une gestion de l'eau contrôlée, tout ça. Mais les critères qui sont donnés, ils sont complètement publics, c'est-à-dire que nous, on va faire consulter un bureau d'études, enfin un cabinet d'audit, c'est nous qui allons lui dire, nous on veut se faire juger, mais là-dessus, c'est nous qui avons décidé quels étaient les critères, c'est pour le bureau d'études de décider, si on a estimé, voilà. Donc c'est plusieurs villes, une dizaine de villes de France qui se sont rassemblées pour définir ça. Et il y a un module spécifique sur la gestion des arbres d'alignement, donc je pense que c'est intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui. Avec qu'est-ce qu'on considère, qu'est-ce qu'une dizaine de grandes villes françaises, il y avait Lille, il y avait Marseille, il y avait Montpellier, Strasbourg, Paris, Nantes, qu'est-ce que les villes considèrent comme de la gestion écologique d'arbres d'alignement aujourd'hui. Et puis du coup qui va avec, tout à l'heure à chaque fois c'est pareil, il y a des mots que j'aime pas trop, moi, mais bon ça c'est, avec des problèmes avec moi-même peut-être, c'est le mot de parasite, de je sais plus comment on a appelé ça, de peste, alors c'est peut-être comme ça qu'on l'appelle ici, mais c'est vrai que moi j'ai un peu... comme on en a dit tout à l'heure, il n'y a pas de peste, j'ai remis sur des espèces exotiques, effectivement, qui ont un seul ravageur, du coup, ils ne peuvent pas se défendre. Mais sinon, effectivement, les chênes, des fois ils ont de l'oïdium, des fois ils en ont pas, des fois ils ont un peu plus de pucerons, des fois ils en ont un peu moins. Mais des vrais petits animaux qui tuent des arbres, il y a la graphiophyllore, c'est un champignon qui est amené par un animal, mais des vrais animaux parce qu'ils mangent des petites feuilles sur des essences locales ou adaptées depuis très longtemps, qui tuent un arbre, c'est quand même rarissime. Donc, pour moi, c'est pas un très bon critère pour dire que l'arbre il va pas pousser, quoi. Voilà, c'est pas une crainte en soi, hormis sur quelques sujets spécifiques. Et en plus, quand il y a ça, il y a quand même quelques techniques qu'on appelle PBI, la protection biologique intégrée. On sait que les coccinelles aiment bien manger les pucerons, que les chrysopes aiment bien manger d'autres ravageurs. Enfin, voilà, on a quand même des solutions qui ne sont pas des solutions chimiques, qui coûtent un peu d'argent, donc on préfère ne pas les mettre en œuvre, mais qui dans un certain nombre de cas permettent de... Voilà. Parce que quand on parlait notamment de tous les traitements chimiques qu'il fallait faire, c'était quand même d'abord pour les pucerons, mais pour les pucerons parce qu'ils faisaient du miel là. C'était pas parce que ça mettait en danger la vie de l'arbre, donc il ne faudrait pas se tromper de combat, j'allais dire. Voilà. Et en plus, assez souvent, on faisait ça faisait peur aux gens de voir ça, du coup ils écrivaient, mais on a fait des tests à Rennes où on traitait à l'eau, voilà, de l'eau. Et puis en mettant des produits phyto, et les gens ils étaient contents puisqu'ils avaient vu qu'effectivement ils avaient payé des impôts qui servaient à quelque chose, puisqu'on avait travaillé. Et après, effectivement, naturellement, les coccinelles arrivaient comme dans tous les cas, et donc j'ai réglé le problème à peu près il y a 3 semaines de problème, et voilà, comme d'habitude, mais au moins les impôts avaient servi. Donc ce problème de peste et de ravageurs, il faut être vigilant, effectivement, que ce soit sur les clédards dans le sol, ça j'ai déjà dit tout à l'heure, ou dans les feuilles, on n'utilise plus de produits chimiques. Sur les arbres, c'est vraiment... penser pouvoir traiter chimiquement un arbre, il faut quand même avoir je sais pas, sur un rosier, si vous avez déjà essayé de traiter un rosier, mais comment on pourrait tuer tous les pucerons, y compris celui qui est caché sous la feuille, alors qu'un puceron, ça fait 100 nouveaux pucerons tous les 10 jours. Donc, vous voyez, 100, 10 000, 1 million, vous voyez, en 30 jours. Donc, comment, il en suffit d'en avoir oublié un seul, comment sur un arbre qui a un outil qui fait 500 mètres cubes, vous allez, c'est vraiment ceux qui ont essayé à vendre du matériel pour traiter dessus, ils étaient très très bons, parce que c'est plutôt cela qui m'étonne. Ça, c'est comment on les entretient. Après, il y a comment on les protège, donc c'est des choses que vous faites. On a déjà vu en France, ça s'appelle espace boisé classé, la protection. Et initialement, c'était plutôt une vision patrimoniale, sans protéger un bout de boisement. Et Nantes a été une des premières villes à tricher légèrement, à dire cet arbre il est tellement beau qu'il vaut un boisement entier. Et donc, on a appliqué la protection espace boisé classé pour des arbres à limiter. Et ça fait que la réglementation a depuis changé. Il est autorisé explicitement en espace boisé classé de protéger des arbres à limiter. Mais du coup, le nom est un peu pas très très bon. Et on a notamment protégé des très beaux sujets, des sujets patrimoniaux, on va voir ça juste après. Et tout ce qu'on fait sur l'arbre, on l'a écrit dans un document qui s'appelle Charte de l'arbre, l'arbre à Nantes, vous voyez le document qui est à droite.
Donc il est sur le site de la ville de Nantes, gratuitement aussi en libre, dans lesquels il y a les préconisations sur les essences utilisées, sur les méthodes de plantation, sur le renouvellement. Donc les arbres très beaux qu'on a protégés. Pour dire qu'on est capable, quand même, quand on construit un bâtiment, quand il y a une volonté publique, quand il y a de la maîtrise d'ouvrage un peu forte, de faire plier les architectes ou le promoteur. Puisque vous voyez que les bâtiments qui sont faits là, la forme carrément du bâtiment, hein. Les arbres qui devaient être coupés initialement, on a permis de construire, là aussi, vous voyez, là aussi, et donc on est capable, même s'il y a des problèmes de niveau, voilà, s'il y a une volonté forte, de quand même préserver les arbres. Sachant que, je vais bien montrer là, peut-être là, sachant que la seule méthode que je connais, c'est la méthode réglementaire, ça c'est celle qui est nécessaire au début, mais qui n'est pas suffisante, et la deuxième, c'est pendant le chantier. Moi je connais que les barrières pour empêcher les tractopelles de passer. Enfin, il y a les pénalités, ça fait peur à l'entreprise un petit peu quand même, donc il y a des barèmes de pénalités utilisés en France, j'imagine que vous utilisez aussi, qui peuvent quand même aller dans les 10 000, 15 000 euros sur des beaux sujets, donc ça, quand l'entrepreneur prend une pénalité de 15 000 euros, ça, après il est un peu moins motivé, enfin il fait un peu plus attention, mais quand même effectivement on peut protéger le tronc de l'arbre, donc jamais mettre des planches directement sur l'écorce, parce que sinon quand on appuie sur l'écorce ça arrache l'écorce. Donc il faut un tuyau enroulé entre les deux, enfin il faut séparer la protection du tronc, sinon ça ne va pas marcher. Et surtout, encore mieux, il faut mettre un grillage à l'aplomb des branches de l'arbre si on sait que ce qui est protégé c'est vraiment l'arbre en entier, pour ne pas entamer la racine. Et moi je connais que ça, à partir du moment où le permis de construire est décidé, avant même le début des travaux, les travaux peuvent commencer 2 mois après, on met les barrières directement et on les enlève quand on a fini la peinture du bâtiment et tout est reparti. Sinon, c'est pratique d'aller faire pipi effectivement sur un arbre, mais c'est surtout aussi pratique de stocker des affaires sur un arbre, parce qu'on a tout comme les poubelles tout à l'heure. Hein, on a toujours envie, c'est chez l'homme, il ne peut pas s'en empêcher, il appuie toujours sur le tronc. Donc voilà, donc les arbres remarquables. Parmi, je dois encore avoir 2-3 petits sujets. Un des sujets, c'est effectivement la diversité variétale, enfin des espèces plutôt. Tout à l'heure, on l'a vu un peu comme tout le monde, on a 3-4 espèces qui sont majoritaires. Et l'idée c'était de continuer de diversifier la palette, hein, sachant qu'on a une spécificité, peut-être que vous l'avez à Bruxelles, j'ai vu qu'il y avait des serres de production de petites fleurs, j'allais dire, mais je sais pas, cette serre de pépinière de production. Nous on a une pépinière de production en régie, donc c'est vrai que ça permet un petit peu de savoir ce qu'on voudra avoir, parce que s'il y a personne qui dit qu'il est capable de faire du noisetier bien de chez nous, on peut les faire au moins nous-mêmes en plantant des noisettes. Bon, les corridors, c'est pareil, c'est un peu la même stratégie que j'ai entendu tout à l'heure à Bruxelles. Nous, par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que d'autres villes en France ont, ce qu'on n'a pas, c'est un très grand espace. On a beaucoup de parcs entre 5 et 20 hectares. On va dire la taille de votre parc du cinquantenaire. Mais on n'a pas de grands parcs boisés extérieurs de 100-200 hectares, en gros, dans lequel le dimanche on s'en va en voiture, se promener, enfin en métro, c'est un transport en commun, pendant 2-3 heures, faire du vélo avec les enfants. Et du coup ça manque un peu, et donc on manque d'arbres un peu, donc l'idée c'était de faire 3 forêts urbaines. Et donc le maire, enfin le président de la métropole, mais qui est le maire en même temps, Jean-Marc Ayrault, il a décidé de bloquer 3 zones de 500 hectares autour de la ville-centre pour faire 3 forêts urbaines dans lesquelles il a bloqué toute possibilité de construire. Donc on va pouvoir à terme, dans 50 ans, avoir 3 forêts périurbaines. On a fait un diagnostic dans toutes les rues en disant, dans chacune des rues, qu'est-ce que l'alignement a comme intérêt social, qu'est-ce qu'il a comme intérêt paysager, qu'est-ce qu'il a comme intérêt économique, qu'est-ce qu'il a comme intérêt environnemental, histoire d'avoir une feuille de route, un petit peu comme tout à l'heure on voyait sur le patrimoine, histoire d'avoir une feuille de route par rue, en disant dans cette rue-là, attention, on a un enjeu social très fort, au contraire, un enjeu économique très fort, si on passe tous les 6 mois à couper les branches, elles sont toujours dans la cuisine de chez les gens, voilà, histoire qu'on ait une vision un peu prospective de ce qu'on peut faire. Les bonnes conditions de plantation, on en a déjà parlé, le pied d'arbre aussi. On a défini des différentes grandeurs d'arbres, les écartements, c'est classique. Ça, c'est très intéressant, je trouve. C'est, tout à l'heure, là, on vient au Obélix. Comment on fait pour demain avoir des très très beaux arbres? Les arbres qu'on plante en voirie, vous m'excuserez, mais il y a un risque que demain, ils ne soient pas très très beaux, parce qu'effectivement, on aura passé un bout de rail à côté, un réseau dans l'autre sens, on aura mis de l'enrobé. L'arbre, s'il tient 150 ans, je serais quand même quelque peu surpris. Par contre, il y a des zones, on est devant un bâtiment dont on sait que c'est un des grands bâtiments, je crois que c'est la mairie qu'on vient de reconstruire, il y a un rond-point qu'on fait là, c'est un carrefour majeur, on sait que ça va rester, à moins que le tram passe au milieu, mais voilà. Et du coup, dans des zones comme ça, des fois c'est tout simplement un immeuble plutôt moche, dont le pignon aveugle est vraiment très très moche, et bon, bah, a priori l'immeuble va rester un moment, et du coup on a défini comme ça une trentaine de zones en Nantes où on a mis les arbres remarquables de demain. Et en se disant, les beaux arbres qu'on a aujourd'hui, c'est des arbres souvent qui étaient dans des parcs en conditions semi-forestières,
Et donc nous les arbres, on les a plantés, ce qu'on appelle les arbres d'avenir, on les a plantés en conditions forestières, c'est-à-dire qu'on a défini un enclos d'une centaine de mètres carrés, dans lesquels on a carrément semé, si on s'est dit ici ce sera du chêne rouge, on a semé des glands, et puis on a mis toute la flore accompagnatrice des chênes en forêt, quoi. Donc on a refait enfin, de l'humus, et puis dedans on a mis, c'est un mémo. Petite fleur blanche, enfin bon, je sais pas, on a mis de la stellaire si on veut, enfin voilà, on a mis un certain nombre une fleur spécifique, et donc on a mis comme ça une dizaine d'essences locales. Dedans on a mis quelques jeunes petits arbres comme ça qui avaient 2-3 ans pour montrer, voilà. Et l'idée c'est qu'il y a un petit peuplement qui se passe, et dans ce petit peuplement on en extrait un arbre, enfin on en sélectionne un qui sera l'arbre remarquable de demain. Voilà, parce qu'on a lu Astérix. Ouais. Merci. Et puis sinon, effectivement, par rapport au débat sur je suis vraiment quasiment fini après. Ouais, c'est ça, j'ai juste fini. Par rapport au débat, ah bah c'est bon. Par rapport au débat sur les. Par rapport au débat sur les essences, effectivement, on l'a dit, je crois, tout à l'heure, on l'a entendu, je ne suis pas tout saisi en néerlandais, mais il me semble on a dit le sol c'est important, la végétation pillaire c'est important, s'il y a des lianes qui grimpent dessus c'est important. Et il y a aussi, c'était un petit peu évoqué à Lille, il y a l'arbre le moment où il accueille le plus de faune, c'est le moment quand même il est en train de mourir, quoi. Et donc c'est à ce moment-là, il donne une deuxième vie aux autres parce qu'il devient lui-même un habitat pour le reste. Et je pense qu'on peut avoir des débats sur l'essence de l'arbre, c'est pas inintéressant. Mais effectivement, sur les conditions de plantation, on peut avoir un chêne ou un platane ne sera pas plus droit qu'un autre arbre, et un bouleau qu'à mon avis on peut tenir droit, j'ai vu des bouleaux bien droits. Donc la tronche de l'arbre dépend quand même beaucoup de ce qu'on lui a mis autour, encore plus que de l'essence intrinsèque. Et surtout, si on le renouvelle tous les 20 ans dès qu'il a la première petite feuille un petit peu abîmée, ou si on arrive à le tenir plus longtemps en faisant des tailles de sécurité, on n'a pas du tout le même habitat écologique. Et là, évidemment, ces troncs ils vont être recouverts un peu de lierre, dans lequel il y a plein de trous de pique, dans lequel il y a des champignons qui se mettent. Et vous voyez, dans la bûche qui est tombée au sol, non seulement on l'a coupée, mais après le jardinier est même passé avec sa perceuse, il a pris toute sa boîte de mèches, il a passé toutes ses mèches dedans. Et effectivement, 3 jours plus tard, c'était quasiment tout bouché par des abeilles solitaires qui étaient venues nicher, je sais pas le terme que tu dis, nicher dans la bûche. Et pour finir, faut quand même, j'aime pas trop m'auto-flageller, donc pour ne pas s'endormir, du coup on fait des moments festifs autour de l'arbre. Donc là c'est le championnat de France des élagueurs de 2006. Vous voyez les journées branchées au Grand Blotreau. Donc si vous voulez reprendre les élagueurs comme image, voilà. Et un autre projet un peu fou quand même de la ville de Nantes dont je suis obligé de vous parler, qui est un arbre géant. Vous voyez un arbre qui était dessiné par François Delarosière, qui est celui qui dessinait pour Royal Deluxe les géants. Vous voyez les géants, l'éléphant, la girafe, ça vous dit quelque chose? L'araignée, une compagnie de théâtre de rue qui fait des personnages d'une quinzaine de mètres de haut. Et donc là c'est un arbre qui est prévu d'une trentaine de mètres de haut, au-dessus duquel vous voyez, il y a des hérons qui voleront et dans lequel on sera. On sera accroché, suspendu sous les ailes des hérons. Et donc il y a une branche prototype qui a été faite, celle qui est en bas à gauche, dans laquelle on peut déjà se promener. Il y aura une quarantaine de branches comme celle-là dans le projet. Et ce qui est marrant, c'est que ça nous a servi, on va se dire c'est quoi ce délire, mais cette expérience-là fait qu'il y a Édouard François, qui est un des grands architectes, qui veut faire un immeuble avec des arbres qui poussent dans des tubes. En fait, ces balcons sont incrustés dans des... Enfin, les tubes font la structure, quoi, les balcons sont dessus. Et du coup, ils disaient, les tubes, c'est qu'avec faire quoi, je mets de la terre, et puis des arbres qui pourraient pousser dedans pour... Les arbres sont aussi sur l'immeuble. Et du coup, j'ai pas pris de photo avec moi, mais on a fait des tests pour lui. Donc normalement, il y en a un... Nantes, ils ont changé d'architecte, d'urbaniste. Chez Métop s'est fait virer, du coup le nouveau belge, monsieur Smets, a dit ce qui était fait avant c'était pas bon, donc il a bien Édouard François. Mais donc c'est pas nous qui allons la faire. Mais à Paris, normalement l'année prochaine sort une tour effectivement avec ces arbres qui poussent dans des tubes, donc on peut les faire. Donc le rêve peut emmener, en tous les cas, voilà, donc voilà la maquette de l'arbre au 1/10, vous voyez, de l'arbre en métal. Je sais pas si c'est compréhensible en dessin, vous voyez, un schéma d'une des branches, la grande branche dans laquelle on se promène. L'idée c'est qu'il y ait 2 km de promenade dans l'arbre en métal et des animaux comme ceux-là qui permettront d'aller d'une branche à l'autre, donc une chenille arpenteuse, en bas c'est une plante carnivore, une fourmi qui marche vraiment, et vous voyez un des hérons qui volera au-dessus de l'arbre. Et donc en conclusion, que ce soit pour les arbres ou pour le reste, surtout à cette heure-là de l'après-midi, j'ai envie de dire ne nous endarmons pas, mais permettons plutôt à nos rêves d'exister pour que la vie continue d'être belle, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous invite à voler avec le héron.